Eh bien, bonjour à tous et merci d'être encore très nombreux ce soir pour le troisième épisode de notre webinaire Un métier d'exception. Alors, vous commencez à me connaître maintenant, je suis Émilie, la cofondatrice de Made Job Glasses, le réseau professionnel facile pour tous les jeunes. Alors, comme vous le savez, notre but chez Made Job Glasses, c'est de vous permettre de rencontrer des professionnels pour découvrir les métiers, sortir des clichés et surtout vous permettre de vous projeter dans le monde professionnel. Alors, vous allez me demander comment on fait ça. Eh bien, c'est très simple. On a un réseau de 48 000 professionnels qui sont disponibles pour échanger avec vous pendant des entretiens informels d'1 heure en tête-à-tête, soit directement dans les locaux de l'entreprise qu'on va pas faire tout de suite, même si c'est plus le confinement, on va quand même attendre encore un petit peu, ou alors par visioconférence qu'on vous conseille de faire grandement en ce moment. Alors, pendant le confinement et afin d'aider un très grand nombre d'entre vous, on avait souhaité lancer un format inédit, vous permettre de rencontrer une personnalité qui va vous faire découvrir son métier d'exception. On a commencé il y a 15 jours avec Madame l'ambassadrice de France à l'OTAN, à nouveau la semaine dernière avec le commandant d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Marine nationale. À chaque fois, vous étiez très nombreux, plus de 1000 participants et très très nombreuses questions que j'ai pu poser de votre part à nos deux invités pour vous faire mieux comprendre leur mission et leur quotidien. Alors ce soir, nous sommes encore très chanceux puisque nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque, Jean Bien-Aimé, qui est le directeur international marketing et communication de la maison Van Cleef & Arpels. Je sais qu'on réalise le rêve de nombreux étudiants et étudiantes ce soir en mixant deux univers qui les fascinent particulièrement. Tout d'abord le marketing, mais encore plus le marketing dans le luxe. Alors on va vous expliquer tout ça dans les détails grâce au parcours incroyable de Jean qui va inspirer, j'en suis convaincue, un très grand nombre d'entre vous. Mais je vais vous demander juste un tout petit peu de patience pour vous expliquer d'abord le déroulé de notre webinaire. Pendant les 30 premières minutes, je vais poser des questions à Jean sur son parcours, ses missions. Et dans 30 minutes, je me ferai votre interprète. Je lui poserai toutes vos questions. Alors, toutes, peut-être pas, parce que vous êtes encore très nombreux ce soir. Et si je vous dis que la semaine dernière, on en a eu 328, c'était compliqué de toutes les poser, mais je ferai mon maximum pour essayer d'en poser le plus possible. Comme vous pouvez le voir sur la droite de votre écran, vous avez différents onglets. Un chat, si vous avez des questions techniques ou si vous souhaitez nous transmettre des commentaires. C'est Marion qui est là ce soir pour vous répondre et vous aider. Je vous invite d'ailleurs à tester le chat en nous envoyant un bonjour pour nous indiquer que ça fonctionne, mais je vois que certains l'ont déjà fait. Également, un onglet questions dans lequel je vous invite à écrire vos différentes questions pour que je puisse les poser à notre invité dans 30 minutes. Vous pourrez soit les écrire au fur et à mesure de nos échanges ou un petit peu plus tard. Il y a un système de vote pour faire remonter les questions qui vous intéressent le plus. Pensez bien par contre, pour que je puisse vous présenter, à indiquer en plus de votre question, votre prénom, votre formation. Par exemple, Sophie, 23 ans, étudiante en première année de droit à l'université d'Aix-Marseille. Alors voilà pour ces quelques règles. Nous sommes prêts à faire un merveilleux voyage dans la maison Van Cleef & Arpels en compagnie de Jean Bien-Aimé. Cher Jean, bonjour. Je suis ravie. Bonjour Émilie et bonjour à tous. Et au nom de toute l'équipe Made Job Glasses et de tous les jeunes présents ce soir, je voulais vous remercier pour le temps que vous allez nous accorder. Je suis sûre que vous allez nous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur votre quotidien et nous faire découvrir votre beau métier. Ma première question sera sur votre parcours. Cher Jean, comment fait-on pour devenir le directeur international marketing et communication de la maison Van Cleef & Arpels? Il faut beaucoup de rêver au départ. Bon. Je crois que votre question, elle est liée au départ et au démarrage, aux études qu'on fait, etc. Enfin, on ne pense pas du tout être directeur marketing de rien du tout au départ, en tout cas en ce qui me concerne. Au départ, je voulais être journaliste, alors j'ai fait le CELSA. Le CELSA, c'est une espèce de grande école au sein de l'université qui existe toujours. Et j'ai fait un magistère de communication. Je vais faire journalisme, et puis on m'a dit non, mais fais plutôt ça va t'ouvrir à d'autres choses. Donc j'ai fait le magistère de communication, c'est 5 ans d'études après le bac. Et puis après, voilà, c'était une époque bien lointaine où on faisait encore le service militaire. Et à l'époque, on pouvait faire son service militaire sans toucher une arme, mais parfois en vendant des fromages. Et c'est ce que j'ai fait, puisque je suis parti en Espagne, à Madrid, pendant 2 ans, dans le cadre de ce qu'on appelait le VSNE. Voilà, c'est le volontariat, service national en entreprise. Et donc, j'ai sillonné l'Espagne pendant 2 ans pour vendre du roquefort. Super sympa.
Vachement bien. C'était 1993, la fin de cette période. C'était le début, c'était la guerre du Golfe, hein, la première guerre du Golfe à l'époque. Donc je rentre en France, c'était un peu compliqué de trouver un job. J'ai découpé une petite annonce dans le Figaro pour aller travailler dans une société d'autoroute. Là, il fallait que je travaille absolument. Et j'étais chargé de communication dans une société d'autoroute pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai Ah, appris, én- j'ai appris énormément de choses là-bas, qui sont toujours très très utiles aujourd'hui. Et puis, bon, j'aspirais à travailler dans un environnement où l'image est véritablement quelque chose de central, un capital fondamental. Bon, alors l'image, de toute façon, il y en a partout, etc. Mais là, je voulais vraiment trouver un environnement dans lequel il y avait des investissements importants dans ces domaines-là. Et je me dis, bon, bah, le luxe, c'est quand même pas mal. Et j'ai eu et donc, l'opportunité, bah, parce après que avoir vendu du fromage, on peut aller faire du luxe. ah ouais, on peut C'est tout faire. génial. De toutes les façons, il faut beaucoup rêver. Il faut beaucoup rêver, faut se filer, enfin comment dire, se débarrasser de toutes nos barrières et se dire qu'au fond, bon, les choses sont possibles. Donc, mais moi, je voulais pas être directeur marketing spécialement, hein. Je voulais aller dans un environnement où je pouvais travailler, voilà, l'image d'une entreprise parce que c'est son capital, on avait des moyens de le faire, etc. Donc le luxe, j'ai pu avoir un entretien chez Cartier. Et puis ça s'est très bien passé, mais bon, voilà, 6 mois se passent, il me rappelle pas, mais le septième mois, il me rappelle. Ah, comme Et il me quoi. dit, bah ouais, il me dit, ah, voilà, dis donc, Jean, en fait, on aimerait bien se revoir, te revoir. Bon, voilà, on s'est revus et on s'est beaucoup aimé pendant 13 ans. Donc j'ai intégré Cartier à la direction de la communication internationale. Voilà, je plongeais dans un monde complètement nouveau et passionnant. J'ai fait ça pendant 7 ans et puis 5 ans après sur un marché, le marché français. Je suis resté en France en tant que directeur marketing. C'est là où j'ai commencé à faire un peu de marketing. Alors là, c'était très opérationnel sur un marché. Et puis voilà, j'ai été attiré par une autre aventure. Cartier, c'était une grande entreprise, très assise, etc. Et j'avais envie, j'étais très piqué par le fait d'aller vivre quelque chose de complètement nouveau et de participer à une aventure, euh, je dirais, dans laquelle je pouvais contribuer véritablement à une plus petite entreprise, mais avec quelque chose de très fort toujours autour de son image et de son identité. Et j'avais très envie d'aller chez Van Cleef. Et j'ai eu cette opportunité-là. Alors Van Cleef, Cartier, c'est le même groupe, hein, Richemont. Ce n'est pas de la raclette, c'est du luxe. Et j'ai eu la chance d'être accueilli. Donc ça, c'était 2008. Et depuis ça fait donc 12 ans que je suis chez Van Cleef. Alors j'ai commencé 2 ans comme directeur marketing et com de la zone Europe et Moyen-Orient. Et puis il y a eu des petits changements, des évolutions, et on m'a dit bah, ce serait bien que tu prennes la direction marketing et com internationale. Et je dis, mais j'y arriverai pas. Enfin, il y a plein de trucs que je ne sais pas. Moi, j'ai jamais développé de produits, etc. On me dit, mais c'est pas grave, on y arrivera. Et c'est tout l'intérêt de ces maisons voilà, qui parient, qui font confiance, où beaucoup de choses sont possibles. Voilà, à condition voilà, de s'engager un peu, d'avoir deux, trois idées, d'aimer travailler en équipe. Et puis de se laisser surprendre. Et donc, bah, voilà, j'ai fait ça. Et ça fait donc 10 ans maintenant que je suis à ce poste. Et du coup, dans ce poste aujourd'hui, vous supervisez les départements communication, marketing, patrimoine et digital de la maison. C'est quoi un département patrimoine? Alors, le patrimoine, c'est d'une maison, c'est son histoire, ses légendes, ses grandes inventions, ses grandes innovations, c'est ses histoires avec ses clients. C'est l'histoire d'une famille, hein, les Harpels. C'est énormément de choses. Ce sont des archives, très concrètement. C'est quelque chose, à condition de le rendre dynamique, dans lequel on peut puiser des sources d'inspiration. C'est une façon de ne pas se perdre non plus. C'est ce qui vous rappelle ce qu'est votre maison, en fait, Van Cleef en l'occurrence. Et ça permet de s'en inspirer, mais pour l'enrichir, pour le dépasser, pour continuer l'aventure. Ça permet le patrimoine de savoir qui on est. Alors, bon, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Très concrètement, bah, il y a une directrice du patrimoine, et au sein de ce département, il y a quelqu'un qui s'occupe des archives, il y a des archivistes, c'est des grandes expertises, hein, c'est des métiers très particuliers. Il y a des
personnes qui s'occupent d'expositions, qui font des grandes expositions. D'ailleurs, il va y en avoir une bientôt à Paris, et on en fait un peu partout dans le monde. Voilà, on s'occupe aussi de tout ce qui est documentation, on s'occupe de... C'est un département qui est très vaste et qui nourrit d'ailleurs le marketing, la communication de briefs pour des collections futures. Super. Combien de personnes dans votre équipe avec ces différents départements du coup? Alors, on doit être 90. Ok. Voilà, puis après, il y a des stagiaires, voilà, il y a parfois des apprentis, mais je crois Et qu'on va être 10. Et si on devait rentrer dans vos missions et celles de vos équipes, si vous deviez nous les décrire un petit peu plus pour comprendre un petit peu comment ça se passe et de quoi vous êtes chargé, et peut-être nous parler aussi de la maison Van Cleef & Arpels de manière un peu plus large, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre Je question. suis désolée, je suis très Alors, curieuse. donc, la première, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est ça? C'est quoi le Exactement. directeur marketing, machin, etc. chez Van Cleef? Bon, Vous et vos équipes. ouais. Alors, nous, pour le faire simple, j'ai envie de dire qu'on travaille sur l'identité d'une maison. Voilà, sur qui elle est. Produits, voilà, des bijoux, des pièces uniques, des montres, etc. Donc, on cherche à exprimer cette identité à travers les collections, à travers des environnements de communication qui portent les collections, mais qui vont au-delà des collections, qui portent aussi toutes les dimensions institutionnelles d'une maison, ses engagements divers et variés, par exemple dans le monde de la danse chez Van Cleef, parce qu'il y a une histoire très ancienne avec la danse, mais pas uniquement. C'est aussi une façon d'exprimer les expertises de la maison et on exprime l'identité de la maison à travers sa façon de s'exprimer sur le digital. Voilà, comment on est présent sur les réseaux sociaux quand on s'appelle Van Cleef, voilà, qu'est-ce qui est spécifique et singulier. Et puis donc le patrimoine, comment on s'en nourrit, comment on nourrit le patrimoine de demain aussi. On est les passeurs d'une certaine façon. Donc il faut respecter ce qu'on a dans les mains parce que c'est des gens brillants qui nous l'ont légué et comment on prépare ce qu'on va léguer à ceux qui suivront plus tard. Voilà, donc ça, on travaille vraiment l'identité et c'est à travers toutes ces expressions. Alors peut-être plus concrètement, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quand on est directeur marketing, je ne sais pas si j'empiète sur une question future ou pas, si ça répond à la tienne. Non, c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dirais qu'il y a ce travail sur déjà l'expression d'une stratégie, quoi. Bon, alors qui on est? Il faut d'abord bien comprendre qui on est. On peut travailler avec des agences qui nous aident, mais on peut aussi se plonger dans l'histoire, dans tout ça. Et une fois qu'on a à peu près compris qui on est et qui on a envie d'être et comment on veut l'exprimer, il faut le formaliser. Voilà. Donc on exprime des stratégies pour les différentes lignes de produits qu'on a voilà, à gérer. Il faut comprendre le contexte dans lequel elles évoluent, etc. Mais enfin, surtout qui elles sont et comment on établit ces stratégies. Une fois qu'on a établi une stratégie voilà, sur des collections, etc., il faut les formaliser pour pouvoir les partager. Parce que si vous le faites que pour vous dire ouais, mais qu'est-ce que c'est brillant mon truc, là, ça n'a aucun intérêt. En revanche, ça devient intéressant quand vous le partagez avec des marchés, avec des gens qui vont rencontrer les clients à la fin. Et voilà. Donc il y a tout ce temps-là qui est lié à la stratégie. Donc il faut pouvoir réfléchir un petit peu. Voilà. Dans une journée, faut prendre le temps de réfléchir. Moi, je dors pas beaucoup, donc ça permet dans des grandes insomnies d'avancer là-dessus, de partager avec l'équipe et puis de se nourrir mutuellement de cela. Mais il faut du temps pour la réflexion et la réflexion en commun. Le marketing, c'est un rôle de hub, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est OK sur la stratégie, que le patron qui l'a extrêmement nourri, le CIO l'a extrêmement nourri, qu'on est très aligné, eh bien on la met en œuvre et on travaille comme un hub avec énormément de partenaires tout autour. Le studio de création qui ont fourni des briefs, les gens qui vont développer les objets, vraiment qui ont la technique, les mains d'or, ceux qui les produisent. Donc là, il y a énormément de processus, c'est très itératif. Et le monde de la haute joaillerie, c'est un monde qui nécessite véritablement de rentrer dans le détail du détail. C'est un monde qui travaille le précieux, les pierres précieuses, les métaux précieux, etc. Donc, les éléments rares qu'il faut dénicher et trouver. Il y a des grands experts pour ça. Nous, on cherche à faire en sorte que tout ça soit possible. Et puis après, il faut travailler avec la communication, bien sûr. Comment on raconte toutes ces histoires-là, comment on les porte, comment
qui vont avoir apporté tout ça auprès des clients. Donc là, il y a énormément de documents, de choses à... On travaille avec des agences, on travaille beaucoup avec des artistes qui nous aident à, à peaufiner nos façons de nous exprimer et à nous apporter leurs propres univers à condition qu'ils soient proches de ceux de Van Cleef. Et puis il y a évidemment tous les marchés qui vont mettre ça directement en œuvre et qui vont avoir la relation au client. Et nous-mêmes, parfois, on les rencontre, ces clients, et c'est toujours extrêmement riche d'informations. Bon, après, marketing, il faut un temps pour l'analyse. Une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que ça marche ou pas? Pourquoi ça marche pas, etc. Donc, bon. On essaie de comprendre pour raffiner les choses. Et puis, on est dans une maison qui grandit tout le temps. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce poste-là, mais j'ai pas du tout le même job. Donc, Génial. bah ouais, non, c'est très bien. Voilà, maintenant, on est en Australie, en Allemagne. Enfin, c'était des pays qui n'étaient pas ouverts encore assez récemment. Donc, c'est des audiences différentes, c'est des populations différentes auxquelles on s'adresse et à qui on veut partager une passion. Voilà. Donc, on analyse pour savoir si ça fonctionne à peu près. Si ça fonctionne sur 12 aspects, évidemment, le business, parce que ça aide à faire du chiffre. Et puis, est-ce que ça crée de l'image? Est-ce que ça crée de la valeur en termes d'image? Est-ce qu'on préserve ce capital dont je parlais tout à l'heure? Cette identité? Est-ce qu'elle s'enrichit à travers toutes ces actions? Voilà. Et puis, il y a la connexion permanente au terrain, c'est-à-dire, voilà, aller voir les boutiques, aller voir les marchés. Donc, on voyage beaucoup. Alors, pas en ce moment, évidemment. Non. On voyage par Zoom, enfin, il y a plein de techniques. Mais on parle beaucoup avec Dubaï, avec Tokyo, avec New York, etc. Parce que la réalité de Van Cleef, même si l'identité est la même, mais la maturité de la marque ou de la maison n'est pas la même sur tous ces territoires. Et donc, il faut bien comprendre les problématiques locales pour, auprès des équipes, les accompagner, voilà, affiner nos stratégies, et puis rebelote, on repart. Donc l'anglais est un must-have pour être en échange avec tout le monde, parce que vous avez vraiment un poste international aussi. Bah, c'est mieux, hein, sinon on parle avec les mains, mais de toute façon on arrive toujours à se comprendre. Ok. C'est vrai, on se comprend toujours finalement. Et vous avez un peu répondu à ma prochaine question par anticipation, ce qui était est-ce que vous avez des journées types? Mais de ce que je vois, vu toutes les missions que vous avez, il ne doit pas y avoir 2 journées qui se ressemblent dans votre quotidien. Non, il n'y en a pas. Alors en revanche, il y a quelque chose qui est récurrent vraiment, c'est un travail d'équipe. Et en fait, je pense qu'il y a 2 mots qui sont très importants pour moi, enfin, à mon avis. Il y a l'alignement. C'est très important d'être très aligné. Alors avec le CEO, Nicolas Boss, hein, qui est le patron de Van Cleef, qui inspire énormément cette maison. Et donc c'est très important d'être aligné avec lui. Donc on parle beaucoup. Moi, d'être très aligné avec mon équipe. Donc voilà, avec les gens qui me reportent directement, on se voit, on se parle beaucoup, et heureusement qu'ils sont là, parce que voilà, mais aussi nos pairs, c'est-à-dire le comité exécutif, on parle tout le temps, les RH, le retail bien sûr, la prod tout le temps, mais la finance aussi. Donc là, on a besoin de s'aligner de façon permanente, parce que quand on fait face à une crise, suivez mon regard, c'est plus facile quand on est tous alignés, qu'on parle à peu près le même langage, de prendre des décisions dans un temps rapide. Donc c'est très important, et c'est très important d'être aligné avec les marchés. Donc ça, c'est le premier mot, et donc ça demande du temps, du partage, des séminaires, des réunions en one-to-one. C'est important de se dire les choses. Quand ça va pas, faut se le dire. Le fameux feedback, hein, ça, parfois on se prend en pleine gueule, mais finalement on gagne énormément de temps à se dire les choses. Il n'y a jamais de problème, c'est bien, c'est mieux de les dire. Donc ça, c'est l'alignement qui est absolument nécessaire. Et le deuxième mot très important, c'est l'affinité. Ça, c'est alors peut-être en interne entre nous, une forme d'affinité, des choses qu'on apprécie ensemble, oui, une curiosité d'esprit, un intérêt pour des formes variées d'ailleurs de culture, d'art, etc. Mais aussi affinité avec nos audiences. C'est-à-dire, quand je parle d'audience, c'est un mot très large dans lequel il y a les clients, bien sûr, mais dans lequel il y a des partenaires, dans lequel il peut y avoir des artistes, des agences. Et c'est très important d'être en affinité avec eux parce qu'on partage une histoire et une sorte de passion. Mais quand je dis ça, c'est pas que des mots pour faire beau, etc. Il y a un engagement très fort de Van Cleef là-dessus, dans le partage, dans l'affinité, dans la transmission. Cet exemple, c'est l'école qui a été créée en 2012
l'école des arts joailliers. Et l'école des arts joailliers, ça a cette vocation-là de dire, bon, bah, oui, Van Cleef, c'est une entreprise commerciale, bien sûr, mais c'est bien au-delà de ça, hein. C'est une maison qui crée des bijoux. Le bijou, c'est un des pans des arts décoratifs. Donc le bijou, c'est un objet, c'est une petite sculpture. Et voilà, il faut aussi l'envisager en tant que tel. C'est ça qui crée de la valeur. C'est la valeur qu'on partage et il y a des gens qui comprennent tout à fait ça. C'est là où je parle d'affinité et qui s'intéressent à ça et qui veulent en savoir plus là-dessus. Et l'école, bah, c'est exactement cette espèce de trait d'union. Alors pas pour Van Cleef, hein, pour le monde de la joaillerie. Entre le monde de la joaillerie et les amateurs de la joaillerie. Voilà, donc c'est voilà, l'alignement, l'affinité. Comment? Je dis, c'est super qu'il y ait aussi cette école. Enfin, on découvre des choses qui sont assez incroyables et qu'on connaissait pas forcément. Donc, merci pour tout ça. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que c'est vrai de dire que le marketing et le luxe, ce sont des univers très féminins? Puisqu'en fait, on nous demande souvent de rassurer les garçons sur le sujet. Et vous êtes le parfait exemple d'un homme qui fait du marketing dans un univers de luxe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bah, je peux vous dire que oui, non, il faut, faut être très serein, très ouvert, il n'y a pas de problème. Non, alors le luxe, je sais pas au fond, je sais pas tellement ce que ça veut dire le luxe. Il y a des groupes qui se réunissent régulièrement pour parler de ça, pour comprendre ce que c'est. Bon, en fait, j'en sais rien. Non, on est dans des métiers d'artisanat. On est là pour pérenniser des métiers d'artisanat. Et toutes les stratégies que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qu'on essaye de mettre en place au quotidien avec des équipes, des structures, etc., c'est vraiment dans cette idée-là, pérenniser des métiers qui, sans ces maisons-là, je ne parle pas que de Van Cleef, hein, mais sans ces maisons-là, bah, perdraient pied. Des sertisseurs, des joailliers, voilà, des émailleurs, etc. Et donc ça, c'est des métiers très vastes et ils sont masculins, féminins. Enfin, franchement, il y a pas de question là-dessus. Non, moi, la seule expérience, et là, si, parce que c'est beaucoup d'étudiants qui sont là, ce que je comprends. Euh, donc, j'ai embauché pas mal de monde au cours de toutes ces années. Et alors, je vais dire un truc qui n'est pas une vérité, qui est mon expérience. C'est pas une vérité, mais c'est une expérience. Franchement, à 25 ans, je suis désolé de le dire, mais entre un garçon et une fille, bah, il y a effectivement, dans tout ce que j'ai pu constater, une différence de maturité très importante. Et en général, les garçons, donc ça, mon message est pour les garçons. Euh, Quand je vous rencontre, soit vous m'expliquez que vous voulez mon job dans 3 ans. Bon, alors évidemment, je ne vais pas vous embaucher parce que je tiens mon job. Et puis, je pense qu'il faut un petit peu plus de 3 ans. Soit vous n'êtes pas capable, enfin, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables d'aligner 3 mots. Et donc, voilà, quand j'étais chez Cartier, je me souviens très bien de ça. Je ne comprenais pas les phrases qui m'étaient formulées. J'ai proposé au jeune homme qui était là, dans le grand couloir qui faisait 100 mètres chez Cartier, d'aller courir et de se détendre un peu parce que tout allait bien se passer. Donc voilà, je pense qu'il y a ce sujet-là quand même de maturité au départ, hein. Après, ça change complètement. Enfin, voilà. Mais non, je crois que alors, de ce que je constate dans la joaillerie, sur les chefs de produits, oui, c'est plus féminin. Dans l'horlogerie, c'est beaucoup plus mixte et c'est souvent très masculin. Parfait. Donc voilà. Et à la com, c'est féminin, mais on a pas mal de garçons aussi. Il y a une question que je pose à tous les épisodes, mais je trouve que c'est important. En fait, on encourage d'ailleurs tous les jeunes, quand on va les former dans les écoles, les universités, les IUT, les BTS, à poser ces questions parce que c'est extrêmement important. Il n'y a pas un métier qui est 100% rose. Un métier 100% paillettes, ça n'existe pas. Alors vous, clairement, vous avez un métier de rêve. Je suis sûre que beaucoup d'étudiants qui nous écoutent ont des étoiles dans les yeux depuis le début de l'échange. Et tout de même, est-ce que vous pouvez nous partager à la fois ce qui vous plaît le plus dans votre métier, mais également ce qui est plus difficile ou contraignant? Parce que dans tous les jobs, il y a des côtés contraignants. Qu'on se le dise. Bon, moi j'ai beaucoup de chance, j'aime beaucoup mon métier. Ça, c'est vrai. Mais je pense que, enfin, je vais répondre à votre question, hein. Mais je crois qu'il y a un élément essentiel, et c'est que dans les métiers que vous allez faire, tous, toutes, etc., l'élément essentiel, c'est quand même de s'intéresser à ce qu'on fait et d'avoir la possibilité de s'intéresser à ce qu'on fait. Si on s'intéresse à ce qu'on fait et si on a cette chance-là, le métier, il est majoritairement intéressant, enfin, tout se passe bien et l'engagement qu'on y met, il est extrêmement positif et on est dans une construction permanente et ça se passe bien. C'est plus embêtant
pour rester poli, quand on est sur des métiers dont on éprouve, enfin, on y est par hasard, pour lesquels on éprouve un intérêt, je dirais, un petit peu mijauré, quoi. Et là, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est quand même un truc de base et il faut l'avoir bien en tête. Alors, moi, dans un environnement vraiment que j'apprécie, un métier dans lequel voilà, j'arrive à m'épanouir très bien avec l'équipe, avec les uns les autres, il y a quand même des trucs qui sont plus difficiles. Effectivement, on se lève souvent très tôt le matin parce qu'il faut prendre l'avion, enfin, quand il y en a. Hein, bon. Enfin voilà, vous partez à 5 heures le matin, vous revenez à minuit le soir. Bon, voilà, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi. Puis surtout, quand c'est répétitif. Voilà, hein, et quand on a plus 22 ans et demi, ça devient fatigant. Il y a les décalages horaires dans tous les sens. Voilà, il y a des semaines, on est aux États-Unis, la semaine d'après, on va à Hong Kong ou à Shanghai, et on se prend les décalages horaires dans tous les sens. Donc il y a un moment où c'est un peu fatigant, Mhm. et puis un jour, vous êtes nez à nez face à votre petite fille qui a 7 ans et qui vous dit, dis donc, papa, ce serait bien que tu arrêtes de bouger, quoi. Voilà, c'est ça les trucs un petit peu difficiles auxquels Ok. auxquels on fait face. Bah, merci d'avoir partagé en toute transparence ces points-là. Avant de prendre les questions des jeunes, parce que je vois que on arrive bientôt à 18h30, qui est le moment où je dois arrêter de poser mes questions à moi pour prendre les questions des jeunes. On vit dans une période qui est assez compliquée actuellement. Il y a de nombreux stages, alternances qui ont été annulés. On a les jeunes diplômés qui angoissent d'arriver au pire moment sur le marché du travail. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aussi, quand vous avez commencé, c'était une période difficile. Est-ce que vous avez des conseils pour eux? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer pour leur donner peut-être un peu d'espoir et les rassurer? Ah ouais, de toute façon, il faut avoir de l'espoir. Enfin, il faut. Enfin, je veux dire, oui, évidemment, le monde bouge, il change, il va encore changer 25 fois. On a coutume de dire chez Van Cleef, bon voilà, et il y a plein de marques qui disent ça, hein, c'est des maisons anciennes. Alors Van Cleef, c'est né en 1906, donc il y a eu deux guerres mondiales. Il y a eu la crise de 29, hein, il y a eu, etc., etc. Et la maison, elle a résisté à tout ça. Donc évidemment, la période d'aujourd'hui, elle est super compliquée. Mais voilà, ça résistera, enfin, et vous résisterez. Donc il faut absolument pas perdre espoir, on n'y est pas pour toute la vie là-dedans. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il faut, à mon sens, peut-être plus encore en période délicate, Mhm. ne pas s'enfermer dans un seul, dans un carcan. Voilà, faut ouvrir ses chakras. Il y a plein de possibles. Et puis c'est pas parce qu'on prend une option qui est pas forcément celle immédiatement qu'on aurait aimé prendre qu'on est bloqué à vie, que toute sa vie on va être voilà. Moi, je vends plus de fromage et je ne travaille plus pour une société d'autoroute. Voilà. Et j'ai fait ça dans la société d'autoroute parce que de toute façon à l'époque il n'y avait pas un job. Et puis en plus, je vais vous dire, j'avais pas vraiment idée de ce que je voulais faire puisque je voulais travailler dans le monde de la communication, dans le domaine de la communication, mais je n'avais pas plus d'idées que ça. Voilà, et c'est pas très grave. Donc il faut oser, il faut ouvrir, faut ouvrir son esprit, vraiment. Il faut être curieux. Ça, c'est très très important. Et il faut se laisser surprendre. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que ce que vous aviez appris dans la société d'autoroute vous sert toujours aujourd'hui, même si vous êtes dans un Toujours. univers totalement différent. Donc finalement, toutes les expériences sont bonnes à prendre Oui. et apportent quelque chose plus tard. Ah oui, c'est ça. Moi, je sais que le luxe, ce n'est pas le luxe. Enfin, ce monde-là n'est pas voilà, la vérité absolue partout, tout le temps. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve beaucoup plus intéressant de l'envisager sous l'angle de l'artisanat, Ouais. des ouvriers joailliers, des gens qui ont des métiers, des expertises, ce sont des gens qui sont formidables parce ils ont dans leurs mains des choses extraordinaires. Voilà. Et ça nous raccroche à une forme d'humanité fantastique. Et les sociétés d'autoroute, ben oui, j'ai toujours ça en tête. Oui. J'ai vu des gens risquer leur vie pour en sauver d'autres, et ces choses-là. Et voilà, on sait que ça existe, donc c'est très utile et ça nous accompagne toujours. Donc juste, il faut ouvrir ses chakras, pas avoir d'idées préconçues. Je ne recommande pas d'avoir tout de suite un plan de carrière absolu, parce que tant mieux si ça se réalise, hein, mais bon, il n'y a pas beaucoup de chance. Je sais plus ça, mais vous saurez ça mieux que moi, mais il me semble qu'on ne connaît pas 50% des métiers qui arriveront dans 2 ans. Donc je ne vois pas bien comment on peut faire des plans de carrière dans ces conditions-là. Et moi, je vais vous dire, j'ai un job, bon, mais c'est un nom, directeur marketing et com, machin, etc., parce que je décrivais tout à l'heure.
Mais au fond, le contenu, il varie tout le temps. Enfin, je veux dire, on enrichit. Mon copain chez Cartier, qui a le même poste que moi chez Cartier, je veux dire, et que je connais très bien, le contenu est différent. Voilà. Et les choses sont pas figées, pas de plan de carrière, il faut se laisser surprendre. Parfait. Ben, merci pour cette première partie. Du coup, je vais prendre les questions très nombreuses que je vois arriver. Alors, une première question de Diane, 22 ans, en master à l'IESEG, qui nous dit: comment envisagez-vous l'avenir du marketing dans un environnement de plus en plus digitalisé? Donc là, on part directement dans les questions. Eh bien, plus digitalisé. D'accord. Non, mais je pense que à nouveau, en fait, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que où que vous soyez, réfléchissez d'abord à la maison, la marque dans laquelle vous travaillez. Qui est cette marque? Et comment et qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a à raconter? Et après, le comment on le raconte. Alors, le comment on le raconte, il y a très longtemps, on le racontait sur des vieux grimoires en papier parcheminé. Aujourd'hui, on le raconte dans les réseaux sociaux etc. Mais au départ, le premier élément, c'est quelle est l'identité de là où je me trouve et comment je vais chercher à l'exprimer. Et oui, il y aura de plus en plus d'outils digitaux, il y a de plus en plus de possibilités, il y a de plus en plus de réseaux sociaux, donc il y a de plus en plus de formats à imaginer, etc. Et ils ont leur propre dynamique, donc ça, il faut bien les connaître. C'est certain, il faut bien les connaître, il faut bien s'entourer si vous n'êtes pas expert. Mais pour moi, le point de départ, c'est quand même qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Alors aujourd'hui, pardon, pour répondre aussi très concrètement à la question sur la situation actuelle, il y a une accélération formidable du digital aujourd'hui, de l'e-commerce, etc. Parce que les gens, tout simplement, ne peuvent pas sortir. Mais qu'est-ce qui va se passer demain, dans un mois, dans 6 mois, quand tout le monde pourra sortir? On aura envie de quoi? Sincèrement, je ne sais pas. On aura envie d'expérience physique aussi. On aura envie de. Voilà. Moi, je crois beaucoup au monde assez équilibré. On a des questions sur le côté international. Il y en a 3 qui se recoupent. Sophie, deuxième année à l'EM Strasbourg, qui nous demande si pour entrer dans le milieu du luxe international comme vous, est-ce que c'est une valeur ajoutée d'avoir plusieurs expériences à l'étranger? Et quelles sont les autres langues importantes à part l'anglais à connaître? À nouveau, alors je vais être très déceptif dans mes réponses. Je crois qu'il n'y a pas un parcours ou voilà, une recette miracle pour tout ça. Oui, c'est mieux de parler anglais, ça c'est clair. Avec l'anglais, vous vous débrouillez à peu près partout. Franchement. Si une deuxième langue, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais avec l'anglais, on se débrouille, tout le monde parle une espèce de bolo-bolo anglais, et voilà, et ça marche à peu près sous toutes les latitudes. Voilà, il y a quelques pays qui sont où c'est un peu moins répandu, mais enfin bon. Est-ce Après, que si vous avez un intérêt culturel particulier pour travailler avec le Japon, travailler dans les pays des Émirats, travailler, etc., c'est encore mieux. Et si vous voulez vous y installer, là, c'est mieux effectivement de parler la langue locale, parce que ça vous permettra, au-delà de parler la langue, de mieux comprendre et de mieux s'imprégner de ces cultures-là. Ça, c'est sûr. Alors après, faut-il avoir vécu à l'étranger ou pas? Euh, oui, c'est bien, mais c'est à nouveau, c'est pas absolument nécessaire. C'est quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous avez un état d'esprit curieux, ouvert? Voilà. Je pense que c'est moins compliqué de faire mon job si on a un esprit à peu près curieux et ouvert et en étant resté en France, que d'avoir parcouru le monde entier en ayant un esprit un peu obtus. Ok. Et justement, on parlait de soft skills. C'est quoi les soft skills que vous regardez le plus et que vous utilisez le plus dans votre métier? C'est une question qui nous vient aussi de Nishta, qui a 26 ans et qui est en Luxury Brand Management à l'INSEC. Les soft skills les plus utiles dans votre métier?
Bah, je pense que c'est ce qui est très. Enfin, je reviens. Je pense qu'il faut La vraiment être très curiosité. curieux, mais pas que. Il faut vraiment être en capacité de travailler avec les autres. Il faut se mettre au service d'eux et pas se servir d'eux. C'est comment on se met au service d'une maison, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Il y a des attitudes comme ça qu'on voit. Il y a ceux qui viennent se servir d'une jolie marque parce que ça va leur apporter beaucoup de paillettes. Et puis il y a ceux qui viennent servir une maison et voilà, pour créer de la valeur, pour lui donner du sens. Et voilà, ça je crois que c'est des choses qu'on peut repérer. On a Sarah qui est étudiante en Master 1 à Neoma Business School et qui a 21 ans, qui nous demande comment voyez-vous la maison dans 5 ans? Euh, plus ancré sur certains territoires, on parlait de digital tout à l'heure. Mhm. Je pense qu'il y avait une nouvelle étape dans son développement digital, clairement. Euh, J'espère qu'elle sera, je le souhaite, et on y veillera, elle sera toujours dans ce que j'appelle la dynamique de l'enchantement, c'est-à-dire vraiment cette capacité toujours à s'émerveiller, à émerveiller, à rechercher ça. J'espère que dans 5 ans, on aura peut-être encore un atelier ou deux en plus en France. Hein, on fabrique toute la joaillerie en France, en région, etc. Et au cours des 10-15 dernières années, ça s'est énormément développé. Il y a des joint ventures, il y a des choses comme ça. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très très important. J'espère que dans 5 ans, on aura imaginé de nouvelles techniques de certi Mhm. dans nos ateliers pour à nouveau continuer l'émerveillement des clients et leur proposer à nouveau de nouvelles valeurs, de nouvelles façons oui, de s'enchanter. Euh, voilà. On a Léa, 23 ans, étudiante en Master 1 marketing du luxe, spécialité joaillerie horlogerie à l'EIML à Paris, qui nous demande si vous pouvez expliciter ce qu'est le rôle des chefs de produit dans la partie du développement produit et s'ils ont autant d'impact sur la création que le directeur artistique et les fonctions créatives de la maison. C'est une question très spécialisée. C'est une question très, très précise. Alors, Exactement. bon, d'abord, la création chez Van Cleef, elle est partout. Elle est très largement inspirée par notre CIO, qui est aussi directeur de la création. Donc ça, c'est très important, mais c'est vachement intéressant parce que ça veut dire enfin, ça démontre à quel point chez Van Cleef la création est centrale. Mhm. Ça, c'est le premier point. Après, les thèmes des collections de haute joaillerie, par exemple, qui s'inspirent voilà, de la littérature, par exemple Podane, Les Voyages extraordinaires, etc., mais pas uniquement. Les collections de joaillerie que l'on pousse, etc. Ça, on les imagine. Le chef de produit, d'abord, une fois qu'on est d'accord sur telle collection à développer ou telle collection à enrichir, il a pour mission de rédiger un brief. Ce brief, il est soumis, on en discute, il est validé, et il part au studio de création. Et là, enfin, au studio de design. Et là, les designers travaillent dessus. Il y a des interactions, il y a des discussions. Le chef de produit est dans ces discussions. Il y a une validation donc du directeur de la création, qui est le patron de Van Cleef. Et une fois que c'est validé, ça part au développement technique. Alors en fonction s'il s'agit d'une montre, d'une pièce de haute joaillerie ou d'une pièce de joaillerie, c'est des équipes un petit peu différentes qui parfois, ouais, comment dire, partagent des tâches, mais des équipes un peu différentes. Et là, le chef de produit va travailler en collaboration avec un chef de projet du côté développement, du côté Mhm. technique, et il va y avoir un processus itératif qui va durer des mois, le temps de mettre au point l'objet, avec évidemment des validations physiques des différents états des maquettes, etc. Et le chef de produit, il est là à chaque étape, et chaque étape, il est en capacité de dire bon bah là ça va pas parce qu'on n'est pas du tout dans le prix qu'on avait envisagé. Là finalement c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, mais c'est super. Voilà, et donc il peut s'exprimer et il suit ça vraiment très concrètement
Alors bien sûr, c'est pas lui qui valide l'objet, c'est pas lui qui, etc., etc. Mais une fois qu'il a fait tout ça, il va en parallèle, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un hub, donc il va travailler avec l'équipe de communication pour envisager les éléments Mhm. qu'il va falloir imaginer et voilà. Non, c'est un rôle assez actif. Puis Parfait, merci. après, il va faire quelques tableaux pour voir si ça marche. Il y a Camille, 23 ans, en master en marketing à l'ESCP, qui nous demande s'il y a une envie de se tourner vers le développement durable pour des marques comme Van Cleef. Et si oui, comment? Bah oui, là, alors pour le coup, c'est des sujets qui ont été entamés il y a déjà quelques temps. Alors on n'est pas parfait sur tout, donc il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est quelque chose qui est véritablement ancré. On a aujourd'hui comment dire, un département qui est en charge de tout ce qui est CSR, Mhm. tout ce qui est voilà, responsabilité RSE. entreprise. Pardon? RSE. Oui, RSE, pardon. RSE, tout à fait. Et on est très engagé dans ces domaines-là, bien sûr. Alors dans les bureaux, voilà. Ça va du tri des déchets, c'est la façon dont on s'approvisionne en pierre, hein. Ça touche à peu près, ça touche les boutiques aussi sur la consommation d'énergie, etc. Donc il y a des programmes qui sont mis en œuvre. Voilà. À nouveau, tout n'est pas parfait, mais voilà, on le développe énormément. Oui. On a beaucoup de questions sur ce sujet. Clara, Ouais. 22 ans, Master 1 en RSE à Kedge Business School, justement, qui nous demandait s'il y avait un département ou un poste en particulier lié à ces Oui, notions au sein de la maison. Je comprends que oui, et que c'est quelque chose que vous avez déjà entamé il y a quelques années et que vous continuez à... absolument. Et je peux vous dire que la personne qui est en charge de ça vient régulièrement au comité de direction nous indiquer où on en est, etc. Voilà. Il y a un cadre qui est très clair sur les différents engagements de la maison, de ce point de vue-là, environnemental, mais aussi culturel, etc. En quoi on, on redonne à notre environnement. Et voilà, donc c'est suivi. Mais il y a beaucoup à faire, hein, ça c'est sûr. Ok. Pardon, excusez-moi Émilie, on a une population alors ça touche absolument tout le monde. On a une population, ce que j'entendais les âges des différentes personnes qui posent des questions, aussi de 25, 30 ans, et qui sont voilà, extrêmement moteurs aussi hein, dans ces domaines-là, et c'est très très bien. Donc c'est vraiment des sujets dont on entend parler tous les jours. Ok. Marie, 24 ans, Master 2, Marketing International à l'EIML à Paris, qui nous demande comment est-ce qu'on arrive à adapter des stratégies marketing et communication à l'international, tout en prenant en compte les différentes cultures et la notoriété locale de la maison. Ouais, ça c'est une super question. Alors il faudrait avoir environ 4 heures pour y répondre, voire 4 jours, voire 4 ans. Euh, c'est vraiment le sujet, c'est-à-dire il y a à la fois, alors je vais essayer d'y répondre, alors je ne sais pas comment je vais y répondre en fait. Il y a à la fois le sujet d'un édito de maison, un éditorial de maison. Voilà, nous on a un planning, on a un programme. On établit un programme de lancement, de nouveautés, voilà, on le fait avec l'équipe marketing, avec l'équipe communication. On établit un programme d'actualité de la maison sur 12, 18 mois, 24 mois, et parfois au-delà. Et ça, c'est la maison Van Cleef qui s'exprime. Très bien. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est partout. Et puis après, donc c'est global. Et puis après, il y a des messages qui sont rattachés à chacune de ces éléments de programme qui sont adaptés plus spécifiquement à une région, à un pays, à une audience, à un canal de diffusion. Voilà, on parlait du digital tout à l'heure. Hein, je veux dire, Little Red Book n'est pas Instagram, qui n'est pas Pinterest, qui n'est pas, etc. Donc voilà, à chaque fois, on, on cherche à mieux adapter les choses. Après, dans ce programme général, c'est un des éléments de la question de cette personne, Mhm. euh, comme il y a des maturités différentes en fonction des marchés, on va mettre le curseur on va positionner le curseur différemment sur chacun des marchés. C'est-à-dire, il y a des marchés où on va insister, dans le cadre du programme qu'on a établi, on va insister plus sur des aspects de joaillerie, d'autres plus sur des aspects de haute joaillerie, plus sur voilà, des éléments institutionnels forts de la maison, voilà, le patrimoine par exemple.
parce qu'on a besoin de faire connaître la maison qui est très peu connue à tel endroit. Donc une exposition, ça peut être très intéressant pour cela. Voilà. Et donc on va établir des programmes, dans un cadre général, on va établir des programmes différenciés et on va déterminer des messages plus adaptés, mais toujours dans un même cadre, de manière à ne pas perdre la cohésion de la maison. Voilà. On a plusieurs questions de différents étudiants sur les impacts que la crise peut avoir sur vous. Rapidement, pour répondre sur ce sujet, quelles ont été les conséquences principales et est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau peut-être dans votre manière d'échanger avec vos clients Ah oui. Bah d'abord, on est tous confinés. Oui. Alors, on est une maison internationale, donc enfin, vous suivez ça comme nous. Hein. Le confinement varie en fonction des pays. Certains sont déconfinés, comme la Chine, la Corée, en grande partie. Hein. D'autres sont encore complètement confinés. D'autres, bon, bref. Donc, pour répondre simplement, on s'est confinés, voilà. On travaille grosso modo tous de chez nous. On a on communique via des systèmes Zoom, etc. Voilà. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est la première réaction, c'est de s'adapter à ce nouveau cas de figure et d'envisager des scénarios. Mm-hmm. Donc on a établi des scénarios en collaboration voilà, avec notre groupe, etc. Et pour Van Cleef, on établit un scénario 1, 2, 3, voilà, en fonction du niveau de gravité qu'on peut imaginer. Et on en choisit un. On en a choisi un. Et ce qui nous paraît le plus plausible selon les informations qu'on a aujourd'hui. Et ce scénario, voilà, il redimensionne voilà, les budgets, il redimensionne le programme qu'on avait envisagé. Mais question peut-être, est-ce que on vend de la haute joaillerie par Internet? Ou est-ce que c'est quelque chose où en fait clairement il faut se déplacer dans une boutique, avoir un savoir-faire qui nous est compté, etc. Donc du coup, est-ce que c'est possible avec le digital ou pas trop? Comment ça marche? Tout est possible, mais avant même de penser digital, avant même de penser tout ça, je reviens toujours à ma première histoire, c'est une question d'identité et d'affinité en l'occurrence. Ce qui compte là, c'est la relation que vous avez avec votre client. C'est des métiers, c'est un univers où la confiance est très importante. C'est pour ça, c'est d'ailleurs, ça peut intéresser les étudiants aussi. C'est des métiers où on s'engage. Pour créer de la confiance, il faut du temps. Donc si on envisage de changer de job tous les 2 ans pour être président du monde, après-demain, ça marche pas. Donc il faut du temps. Et la relation avec les clients, elle se construit sur du temps long. Si vous avez construit ça, votre client, il peut très bien recevoir sur un mode digital, une pièce de joaillerie. S'il a absolument envie d'acheter un très beau rubis, il fera confiance à Van Cleef, on lui présentera ce qu'il veut voir et ça marchera. Et d'ailleurs, ça marche. Alors après, voilà, comment dire, la dynamique n'est pas tout à fait la même, bien sûr, évidemment. Parce que chacun, et les clients aussi, sont dans voilà, leur propre contexte, leurs propres difficultés ou pas, bref. Mais c'est tout à fait possible. Mais la question, alors, il faut être prêt du point de vue digital. Donc là, on s'est réorganisé par rapport à ça. Mm-hmm. Nos outils, alors on avait déjà beaucoup d'outils digitaux, etc. Là, on les a amplifiés, améliorés. Voilà, on a appris plein de trucs. C'est extrêmement nourrissant, la contrainte de cette période. Bon, s'il faut lui trouver un côté positif, hein, attention, parce que c'est quand même une période pas drôle du tout. Mais disons que cette contrainte-là, elle contribue à générer voilà, des idées, des actions, et notamment via le digital. Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir tout le digital que vous voulez, si vous n'avez pas la confiance avec votre client, je ne vois pas bien comment vous allez vendre une pièce très chère. En effet. On a une question précise de Fabien, qui a 26 ans, MBA Luxury Marketing à l'EIML à Paris, qui nous demande si pour un poste en marketing chef de produit, une certification de type GIA en gémologie est primordiale. Non, c'est pas primordial, c'est bien. Ça aide, mais c'est pas primordial. On avait une question aussi que je retrouve, désolée. Kevin, 25 ans, qui fait un VIE, qui nous demande si des expériences dans la production industrielle peuvent être un plus pour travailler dans votre univers. Oui, c'est bien sûr, mais à nouveau, faites-vous confiance. Tous les chemins, regardez le mien. Enfin, franchement,
Le fromage et l'autoroute. Fromage. Donc, tous les chemins mènent à Rome à condition d'en avoir envie, d'être engagé, de s'intéresser à cela. À nouveau, je reviens, si ça vous intéresse, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Nous, on a eu au sein du développement, pour répondre très concrètement à cette question-là, au sein de la partie développement-production, on a eu des gens qui venaient de chez Peugeot. On a quelqu'un qui vient de la physique nucléaire, je crois. Non, mais bien sûr, c'est une question d'intérêt de qui vous êtes. Les Ok. diplômes, bon, ça aide, hein, ça ouvre des portes, etc., bien sûr. Ça forme voilà, une forme de structure intellectuelle, etc., un raisonnement, une argumentation, tout ce qu'on veut. Enfin, après, il y a qui vous êtes. Ok. Énormément de questions sur comment on fait si on veut un stage dans votre univers. Donc, j'attends même pas votre réponse. C'est croyez en vous, allez-y, quel que soit votre parcours, quelles que soient vos langues, vos expériences, tentez l'aventure. Peut-être, du coup, c'est ça, c'est allez-y. Tout est ouvert. Bah oui, alors j'ose pas dire, il faut aussi envoyer un CV, parce que le problème, c'est qu'on va, demain, on va en avoir plein, et voilà, et on sera très content. Mais bon. Oui, bah en tout cas, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, il faut se manifester. Après, les choses se font, et c'est pas parce qu'elles se font pas maintenant qu'elles se feront pas dans 10 ans. Enfin, c'est pas très très grave. Euh, mais de toutes les façons, oui, faut croire en vous, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. C'est aussi, je parlais de confiance, c'est aussi la confiance en soi, un peu. On en manque pas mal. Quand on est jeune, oui. Ouais, puis en France, on en manque pas mal aussi. Donc, quand on a confiance en soi, quand on prend conscience qu'on peut faire des trucs, vraiment, on se rend compte à quel point on en fait. Et ça, moi, franchement, c'est mon expérience, hein. Mais jamais j'aurais Parfait. pensé pouvoir faire tout ça, vraiment. Donc, ça veut dire que voilà, tous ceux qui nous écoutent peuvent le faire. On a Fabrice qui a 24 ans qui nous demande à votre poste et avec vos responsabilités, est-ce que vous avez dû amputer une partie de votre vie privée dans le cadre de votre parcours? Au-delà des voyages et des absences, est-ce que vous travaillez vraiment beaucoup? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire? Parce que quand on fait du marketing et de la communication, il y a aussi des événements auxquels on doit aller ou des choses qu'on doit mettre en place. C'est des métiers qui demandent de l'investissement. Oui, absolument. C'est des métiers qui demandent de l'investissement, qui demandent de l'engagement. Euh, Ça, c'est sûr. Bon, moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Je le disais tout à l'heure, du coup, voilà, c'est un engagement qui est à peu près naturel. C'est compliqué si on doit beaucoup se forcer. Voilà. Donc là, on ne tient pas forcément super longtemps si on doit se forcer. Mais c'est pareil, je dirais, dans plein de domaines. Enfin, c'est pas propre à ce qu'on fait nous. Donc voilà. Et pour le faire et pour pouvoir s'engager, donc il faut s'intéresser à ce qu'on fait, puis il faut le faire dans un environnement qui est aussi, pardon, dans lequel on peut vraiment s'épanouir, dans lequel on se sent bien, c'est-à-dire des partenaires de travail en France, à l'étranger, avec qui voilà, on apprécie de travailler, on apprécie d'imaginer, de créer, de se planter, de recommencer. Bon, voilà. Mais oui, bien sûr, oui, il y a des sacrifices, je sais pas, hein, non, j'aurais pas jusqu'à dire sacrifice, mais ouais. Ok. Vous dînez pas tous les soirs à la maison. Ouais. On a Marion qui a 18 ans et qui est étudiante en classe préparatoire qui nous demande quel est votre meilleur souvenir chez Van Cleef Arpels. Ben, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Il y a quelque chose qui me dépasse un peu, donc c'est pour ça que en fait, j'en ai beaucoup. Vraiment. Bon, c'est pour partager ça avec vous. On a eu un très grand moment magnifique. C'est en 2014, au moment de la présentation de la collection de haute joaillerie qui s'inspirait de Podane, du Mhm. comte Podane. Et on a fait ça à Chambord. Et ça a été un moment suspendu, merveilleux et marquant, vraiment marquant pour nous tous, pour les clients. Les journalistes sont venus aussi, ils ont eu une soirée pour eux. Et voilà, on revivait. Alors pourquoi Chambord? Parce que Podane, le film donc, de Jacques Demy, avait été tourné là-bas à l'époque, 40 ans plus tôt. Et 40 ans après, il y avait Agnès Varda, donc la femme de Jacques Demy, Rosalie Varda, qui est leur fille, qui était là, et Mathieu, qui est le fils aussi, qui était là, qui a filmé à Chambord 40 ans après son père. Enfin, il y avait tout un truc aussi familial,
assez étonnant. Et voilà, ça a été un moment merveilleux. Les décors, il y avait une licorne, il y avait un éléphant, et extraordinaire, et des très jolis bijoux. Ça, c'était très très bien. Mais je comprends en fait qu'il y a plein de super souvenirs et que c'est difficile d'en ressortir. Vous vivez des choses assez exceptionnelles, j'imagine, au quotidien avec votre équipe. Oui, enfin, oui, bien sûr, on vit des choses super, mais aussi, enfin voilà, après c'est du boulot, hein. Il faut être bien clair. Attends, hein. Voilà, c'est pas non plus. Voilà, attention, hein, attention sur les paillettes dans les yeux. C'est beaucoup de travail, c'est très exigeant. Voilà, c'est un sens du détail en permanence. Voilà, c'est effectivement très très exigeant. La haute joaillerie, ça laisse pas l'épaisseur d'un papier à cigarette. Voilà, c'est vraiment le sens de l'ultra détail. C'est ça une pièce de haute joaillerie. Parce que s'il y a une erreur sur une pièce de haute joaillerie, là, vous perdez la confiance de votre client. Et puis voilà, c'est tout l'inverse de ce que j'ai raconté, quoi. Donc c'est extrêmement exigeant tous les jours. Hein, on s'engueule, hein, c'est pas le monde des bisounours. Hein, donc voilà, pour s'aligner, parfois, il faut se dire les choses. Donc c'est ça aussi. Non, mais Euh, c'est bien de le dire et c'est bien que tout le monde en ait conscience. Le temps passe très vite parce que c'est passionnant. On aimerait rester encore plus longtemps avec vous, mais je vais prendre du coup la dernière question et je vais la donner à Jonathan, qui est en première année à l'ISCAM. Et si c'était à refaire, vous ne changez rien? Vous avez... Ça, c'est une chouette question aussi. Si c'était à refaire, moi, j'aurais voulu être journaliste au départ pour écrire et puis pour faire de la radio. Et grosso modo, j'aurais bien aimé être Yves Calvi ou un truc comme ça. Un OK. entremetteur, un entremetteur entre, pour faire découvrir des univers, pour poser les questions que tout le monde se pose, etc. Et faire découvrir des tas d'univers, des tas de gens. Et voilà. Ça, au final, c'est à peu près ce que je fais sur un sujet et on contribue au contenu de ce que. Donc, non, au final, je trouve ça très très bien. Euh, ça c'est un conseil pour tout le monde. J'ai mis beaucoup de temps à me faire confiance. Faites-vous confiance, pas trop tard. Alors soyez jamais arrogant, mais faites-vous confiance, pas trop tard. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire, notamment chez Van Cleef, d'avoir des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu ne te fais pas confiance, quoi. Et là, on découvre des trucs. Donc non, ce ne serait pas à refaire. Juste faire confiance un petit peu plus tôt. Eh ben, franchement, merci Jean, merci pour cet échange, merci pour ces retours, merci pour votre humilité aussi. Merci aussi à tous les jeunes qui sont nombreux ce soir et qui ont posé plein de questions. J'espère que vous y voyez à présent beaucoup plus clair sur le rôle de Jean, le marketing en général, la maison, Van Cleef & Arpels aussi, et puis sortir de ce côté luxe, mais aller aussi beaucoup plus sur le côté artisanat et tous ces métiers qui sont représentés. Il y avait vraiment beaucoup de questions, donc je m'excuse pour toutes celles que je n'ai pas pu poser. Mais j'ai par contre une bonne nouvelle pour vous tous, c'est que sur Major Glasses, il y a 60 ambassadeurs de la maison Van Cleef & Arpels qui seront ravis d'échanger avec vous. Il y a même des membres de l'équipe de Jean, donc avec qui vous pourrez aller continuer cet échange et avec qui vous pourrez poser plein de questions. Et ils seront ravis de partager avec vous pendant 1 heure en tête-à-tête la passion de leur métier et de vous expliquer encore plus ce qu'ils font. N'hésitez franchement pas à les contacter. Je crois que c'était le mot d'ordre de ce soir et c'est ce que Jean a dit. N'hésitez pas à aller leur poser vos questions. Ils sont en plus hyper impliqués. Moi, je dois dire que tous les collaborateurs de la maison qu'on a rencontrés et qui sont présents sur la plateforme sont extrêmement impliqués pour aider les jeunes. Et ils ont encore plus alloué de temps en cette période qui était inédite pour vous. On a même, pour tout vous dire, une personne de la maison qui a accompagné 27 étudiants le mois dernier. Donc, vous imaginez 27 étudiants accompagnés en 1 mois. Normalement, on demande 2. Donc, c'est vraiment un vrai engagement et ils ont vraiment envie de vous aider. Je reviens vraiment sur le message qu'a fait passer Jean tout à l'heure et que je partage à 100%. Osez, croyez en vous
n'hésitez pas à solliciter les gens, n'hésitez pas à croire en vos rêves et à vous dire que vous pouvez y arriver parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Faites-vous confiance plus tôt. Si c'était la seule chose que Jean changerait, c'est ça. Donc, servez-vous de son expérience pour le faire. Et puis, je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Je ne vais pas vous donner rendez-vous la semaine prochaine puisque le jeudi sera un jour férié, mais je vais vous donner rendez-vous dans 15 jours, jeudi 28 mai, pour un 4e épisode avec un nouvel invité exceptionnel. Mais je vais garder encore une fois le secret. Je vous en dis plus très vite et si vous voulez avoir la primeur de la surprise, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir tout ça en avant-première. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de semaine. Je vous dis à jeudi 28. On vous enverra bien sûr le lien replay. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le sujet dès demain. Merci Jean, au revoir. C'était un vrai plaisir. Moi aussi, je me suis sentie un petit peu Yves Calvi pendant quelques secondes en posant plein de questions et en faisant découvrir votre univers. Et puis, je vous dis à tous rendez-vous dans 15 jours. Et puis, encore merci Jean et merci à tous d'avoir été si nombreux présents et d'avoir posé autant de questions. À très vite. Merci.